nous allons passer à deux sessions de présentation de projets, donc cofinancées par l'ADEME ou l'ANR. Une première session sur la filière CSCV du captage au stockage et à la valorisation du CO2, une chaîne intégrée. Et la session B portera sur le captage du CO2, l'option technologique du captage en post-combustion. Nous allons commencer tout de suite par la présentation donc, du projet Vasco par Gilles Munier, donc directeur de GeoGreen, sur la valorisation et le stockage du CO2, un projet global de management du CO2. Bonjour à toutes et tous. Cette présentation a été introduite par la question de Madame la conseillère générale tout à l'heure, puisque effectivement on est dans le thème même de la valorisation et du stockage du CO2. Il s'agit pour la région PACA de s'intéresser à cette thématique globale de valorisation et de stockage. Le contexte de la région concernant les émissions de CO2 est le suivant. C'est un bassin industriel fort, tout le monde le sait. Il y a sur une zone qui va de Beaucaire à Fos en passant par Berre et Gardanne, 43 industries émettrices dans différents domaines industriels, des centrales thermiques aux aciéries en passant par les cimenteries, les raffineries et les terminaux d'importation. Les émissions de CO2 sont importantes. Si on regarde les bases de données des PNAQ 2008 et 2009, eh bien, on se rend compte que plus de 22 millions de tonnes de CO2 ont été émises par an, avec la majorité de ces émissions sur la zone de Fos même. Il y a d'autre part dans la région une volonté très forte des autorités pour assurer une croissance à moyen et long terme de l'activité portuaire, également s'assurer du maintien des activités industrielles à l'échelle régionale, mais également une volonté de diminuer fortement l'empreinte carbone globale de la région. Alors, une réflexion s'est engagée il y a plus de 3 ans entre le GPMM, Grand Port Maritime de Marseille, l'IFREMER, le BRGM, GeoGreen, et nous avons finalement, après pas mal de sessions de réflexion, considéré qu'une réponse intégrée pouvait être proposée à cette thématique globale. Tout d'abord, en termes de valorisation, on peut imaginer que le CO2 puisse être utilisé en bioremédiation pour faire pousser des microalgues afin de générer des produits favorisant des cercles vertueux écologiquement parlant, par exemple des farines pour la pisciculture, des productions d'huile, voire de biofuel. De même, concernant l'activité industrielle de la région, eh bien, on peut imaginer que le CO2 puisse être utilisé dans des utilisations industrielles, l'agroalimentaire ou le traitement des eaux ou autres. Le CO2 peut également être transporté par bateau pour export vers des pays où une récupération assistée d'hydrocarbures pourrait être considérée, avec installation d'un terminal de liquéfaction à Fos. Et enfin, dernier axe, le stockage. Est-il possible de considérer qu'un stockage géologique en aquifère profond pourrait être une partie de la solution à une distance raisonnable de la zone d'étude? Alors, ce projet a été mis au point. En tout, si on considère le partenariat de cofinancement et d'exécution, on a aujourd'hui 17 à 18 partenaires. Le budget est de l'ordre de 900 000 €. Il y a des apports de financement directs, ce sont les 705 000 € que vous voyez sur la partie supérieure de la diapo. Le projet est soutenu par l'ADEME et des entités publiques, le Sun-Ouest Provence, le GPMM, des industriels, ils sont listés, et également les partenaires responsables de l'exécution du projet ont considéré qu'il était utile de mettre de leurs fonds propres pour arriver à boucler le budget d'exécution de ce projet. Le coordinateur administratif et financier du projet est le pôle risque, et GeoGreen, nous sommes coordinateurs techniques. Alors, les objectifs de ce projet sont tout d'abord d'établir un schéma directeur de gestion du CO2 sur la région PACA à l'horizon 2050, c'est-à-dire qu'on s'intéressera au futur des émissions. Il s'agit, à la fin de ce projet Vasco, phase 1, première phase, qui devrait durer 10 mois et qui a démarré hier, il s'agirait de voir quels axes de valorisation
valent la peine d'être approfondies dans une deuxième phase qui pourrait voir l'émergence de pilotes pour certains ou tous les axes de valorisation ainsi que pour le stockage. Donc, dans cette étude, nous ferons une première estimation des volumes requis pour chaque activité de valorisation. Je les ai évoqués tout à l'heure. Et il y a également des tâches transverses. En effet, il s'agit, si on veut faire un captage de 43 citéméteurs, eh bien, de concevoir un tel captage de façon optimisée du point de vue énergétique et environnemental. Donc, il s'agira de faire des poolings des émissions entre elles afin de voir quelle est la meilleure solution technique, économique et environnementale en fonction des axes de valorisation que j'ai évoqués. Ensuite, il faudra qu'on conçoive les réseaux de transport, basse pression, haute pression, du CO2 ou des effluents, des fumées des différents sites industriels, voire des solvants, si une des techniques de captage est une technique à base de solvants. On fera également le bilan en gaz à effet de serre, en énergie, mais aussi en eau, des différents axes de valorisation conçus dans ce projet. Et on regardera quels sont les bénéfices pour l'activité portuaire, pour les collectivités et pour les industriels sur la zone. Enfin, on assurera, nous je l'ai évoqué, la coordination de ce projet. Alors, le projet ayant démarré hier, il est difficile de vous dire quels verrous scientifiques ont été levés, bien évidemment. La réunion de lancement a eu lieu hier soir seulement. En revanche, après une rapide revue de l'organisation du projet, je décrirai quels sont les enjeux technologiques et sociétaux qu'on aura à identifier au cours de cette première phase du projet Vasco. Le projet est organisé en 10 lots. Essentiellement, chaque axe de valorisation correspond à un sous-projet autonome et les tâches transverses que j'ai évoquées permettront de s'assurer de la cohérence des préétudes de faisabilité de chaque axe et des axes entre eux. Alors tout d'abord, au niveau de la mutualisation des émissions et du captage du CO2, il s'agira d'optimiser ce que l'on propose comme schéma directeur afin de diminuer les consommables, l'énergie, de s'assurer de bilans en eau qui ne sont pas trop consommateurs. Donc, le premier enjeu, le premier challenge technique sera d'appliquer les solutions de captage à différents procédés industriels. On a au minimum 11 procédés différents responsables d'émissions sur les 4 zones que vous voyez sur la carte en bas à droite. On essaiera d'avoir une démarche d'écologie industrielle, c'est-à-dire de faire un peu l'inventaire des sources froides, sources chaudes sur la zone afin de pouvoir utiliser notamment les frigories auprès des terminaux GNL dans les solutions de liquéfaction du CO2. Et enfin, il s'agira de faire une opération intégrée de différents réseaux de transport, du CO2 et des effluents, à haute et basse pression. Donc ça, c'est vraiment les premiers enjeux techniques auxquels le projet sera confronté. Ensuite, concernant les axes de valorisation industrielle, j'ai évoqué donc l'agroalimentaire, le traitement des eaux, les stations d'épuration, fabrication de pâte à papier. Ça, c'est pour tout ce qui concerne l'axe de valorisation par les procédés industriels existants. Y a-t-il possibilité de trouver un marché local à l'échelle de la région et qui puisse constituer un des axes qui serait poursuivi ensuite dans une phase ultérieure du projet Vasco. Concernant le stockage géologique, cette première phase du projet servira à identifier des structures de grande ampleur en onshore ou en offshore proche, donc à une distance raisonnable de la zone d'étude, et de pouvoir faire une première estimation des capacités théoriques de stockage que pourraient avoir ces structures profondes. La démarche est originale pour arriver à identifier ces structures. Il s'agira de faire du retraitement de sismique, d'étudier et d'interpréter des puits, ça c'est tout à fait classique. Mais il s'agira de comprendre la géométrie profonde de ces structures en fonction de l'étude de la géométrie de surface. Cet axe de stockage sera dirigé par le BAGM.
Concernant la production de microalgues à partir du CO2 industriel, dans cette première phase, il s'agira de mettre en place une veille précise, y compris de l'intelligence économique, pour voir à l'échelle mondiale quels sont les différents procédés utilisés. On sait qu'il y a les solutions de croissance lagunaire des microalgues, et il y a également les solutions de biophotoréacteurs. Eh bien, il s'agira dans Vasco de développer la solution de bassin lagunaire. Il faudra pour cela obtenir les premières données expérimentales en milieu naturel, en vérifiant évidemment les tenants aboutissants fonciers, quelles seraient les surfaces disponibles qui pourraient par la suite être utilisées à une échelle industrielle. Et enfin, les tests préliminaires des modules pré-pilotes permettront de voir ce qui pourrait être adéquat en termes de taille pour une phase ultérieure, donc une vraie phase pilote pré-industrielle au niveau de cette bioremédiation. Un des enjeux sociétaux du projet est évidemment d'assurer une pérennisation des industries émettrices de CO2 sur la zone PACA. Il s'agira pour nous de prendre en compte les éléments de planification territoriale qui seront disponibles auprès des collectivités locales. Il faut voir si une reconversion des tables salantes qui sont proches est possible via la bioremédiation que j'ai évoquée. Et évidemment, il s'agira de voir si une augmentation de l'activité portuaire par l'exportation du CO2 est quelque chose qui peut être raisonnablement envisagé. Donc, il s'agit à la fois de créer des nouvelles filières en économie verte, entre guillemets, mais également d'assurer la pérennité du tissu industriel en rendant les industries, y compris les petits émetteurs de la zone, en rendant les industries plus écologiquement responsables de leur activité, ce qui permet évidemment d'assurer, à travers ce premier schéma directeur, eh bien, un développement de la zone à l'échelle 2020-2050. Voilà, en conclusion, je dirais que ce projet est une première initiative intégrée, alors pas seulement en France, mais à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de projet qui s'intéresse à la fois aussi en amont et en tenant compte de l'implication des acteurs locaux à la valorisation et au stockage de CO2 à l'échelle d'un vrai bassin industriel. On sait que c'est une des thématiques importantes dans laquelle la technologie et le savoir-faire français peuvent tout à fait être exportés. Donc il permettra aux petits et moyens émetteurs de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Un petit émetteur, s'il veut faire de la capture de son CO2 en stand-alone, c'est-à-dire sur son usine seule, peut se heurter évidemment au problème de coûts prohibitifs par rapport à ses coûts de fabrication. Ici, la démarche mutualisée permettra bien évidemment une mutualisation des différents coûts. On veut, c'est un des points clés de la philosophie de ce projet, on veut optimiser le bénéfice environnemental. À nouveau, il y a des sources énergétiques non utilisées, des sources chaudes, froides, qui peuvent concourir à ne pas avoir recours à de nouvelles installations énergétiques pour arriver à mettre en œuvre un tel projet. Et enfin, les attentes, aussi bien au niveau des collectivités, mais aussi au niveau des associations, devront être prises en compte très tôt, afin que ce schéma directeur puisse être discuté suffisamment tôt, suffisamment longtemps, avant qu'un éventuel déploiement industriel puisse voir le jour. Voilà, je vous remercie. Merci Gilles pour cette présentation. Nous allons avoir une seconde présentation donc, sur cette filière CSCV chaîne intégrée. Donc, je demande à François Mudry de nous rejoindre, ArcelorMittal, qui va nous faire une présentation du démonstrateur de captage et de stockage de CO2 pour l'industrie sidérurgique. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet ADEME, dit TGRBF, ce qui n'est pas un titre très, comment dirais-je, très accrocheur, mais donc en plus c'est de l'anglais, ça veut dire Top Gas Recycling Blast Furnace. Donc c'est un projet intégré dans la mesure où il y a à la fois des aspects de capture et de stockage.
Donc nos partenaires sont Air Liquide et le BRGM. Nous avons un partenaire supplémentaire qui n'est pas financé par l'ADEME, qui est une entreprise luxembourgeoise appelée Paul Wurth, qui s'occupe des équipements en sidérurgie. Donc la sidérurgie est le deuxième émetteur industriel de CO2 en France. La France a une production d'électricité qui est finalement relativement peu émettrice en CO2 par rapport à nos concurrents, ce qui fait que la sidérurgie se trouve en position assez proche de l'ensemble des émissions de CO2 faites par Électricité de France. Donc il s'agit d'une partie importante des émissions industrielles en France. Dans le processus sidérurgique qui fabrique de l'acier, 60% du CO2 émis est fait au niveau d'un seul réacteur qui s'appelle le haut fourneau. Donc le haut fourneau, pour fabriquer de l'acier, on part de minerai de fer, dont la formule est Fe2O3, donc un oxyde de fer. Il faut enlever l'oxygène pour pouvoir faire du fer. Et pour enlever cet oxygène, on utilise du carbone, donc sous forme de charbon. Et donc le haut fourneau est le réacteur qui fait cette opération de réduction de l'oxygène, enfin de l'oxyde de fer, par du CO, du monoxyde de carbone. Voilà. Alors le projet consiste à recycler le gaz émis par ce réacteur, ce gaz émis en haut du réacteur, et à le réinjecter en bas du réacteur, de façon à terminer la réaction de réduction de l'oxyde de fer. Donc, pour cela, il faut modifier la structure du réacteur et nous injectons de l'oxygène pur au lieu d'injecter de l'air, ce qui est fait dans les hauts fourneaux classiques. Et le but du jeu étant de préparer la démonstration industrielle au cas de l'usine de Florange, donc en Lorraine, dans le nord de Lorraine. Donc le CO2 produit par cette nouvelle opération, donc vous avez ici un beau dessin, Alors l'espèce de réacteur rouge et jaune, là c'est le haut fourneau, avec, on met dedans du coke, c'est-à-dire du charbon, dernière analyse, et on met du minerai de fer en haut, tout ça descend, on injecte de l'oxygène en bas, et il sort du gaz par le tuyau vert en haut, on enlève, donc ce gaz est fait essentiellement aujourd'hui d'azote puisqu'on injecte de l'air, et il sera dans le futur fait essentiellement d'oxyde de carbone et de CO2. On passe ensuite dans la capture qui sépare le CO et le CO2. Le CO est réinjecté en bas du réacteur de façon à terminer la réaction. Et le CO2 sort sous forme relativement pure, et donc à raison d'environ 1,3 million de tonnes par an à pleine charge pour le haut fourneau de Florange. Donc ça fait des volumes qui sont très importants. L'opération évite 11% de CO2 émis en elle-même, c'est-à-dire rien que le fait de faire la circulation, ça évite 11% de CO2 émis. Et de plus, contrairement à ce qui se passe dans l'électricité et sur les centrales à charbon, cette opération permet de diminuer l'énergie globale de l'usine de 8%. Alors les chiffres en pourcentage sont faits sur une usine moyenne, disons, ce sont des calculs relativement théoriques. Dans le cas particulier de chacune des usines, il faut refaire le calcul précis en fonction de la forme exacte de l'usine. Le projet comporte aussi une partie sur le stockage. Donc il s'agit de sélectionner un site qui soit à moins de 100 km de l'usine, qui soit au moins à 1000 mètres de profondeur, parce que le CO2 sera stocké sous une forme qu'on appelle supercritique, même si ce mot-là n'est pas très... Donc essentiellement à viscosité extrêmement faible. Il faut qu'il y ait une épaisseur suffisante pour pouvoir stocker les quantités, que le toit soit totalement imperméable, qu'il n'y ait pas de faille, enfin un certain nombre de points qui sont à regarder. Donc vous avez ici une coupe du bassin parisien.
Et le rectangle rouge donne en gros la zone où on pourrait stocker dans une épaisseur géologique qui est assez bien connue parce qu'elle a déjà servi de stockage pour le gaz naturel. Donc les travaux effectués, donc, le projet est en route depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant. Donc nous avons défini ce qu'on appelle le flow sheet. La capture sera faite par une unité qu'on appelle PSA, qui existe déjà industriellement dans certaines de nos usines ailleurs dans le monde. Pressure Swing Adsorber. Et ensuite, il y aura une purification du CO2 par cryogénie pour avoir un CO2 suffisamment pur. Donc évidemment, la partie cryogénie est bien connue de notre partenaire Air Liquide. Il y a eu une caractérisation par calcul et essai pilote de l'état du haut fourneau en marche normale ou perturbée pour cette nouvelle façon de procéder qui est très différente de la procédure actuelle. Donc les essais ont été faits dans le cadre d'un autre programme européen et dans un haut fourneau pilote qui se trouve dans le nord de la Suède. J'en profite pour dire que ce projet est fait en collaboration avec l'ensemble des sidérurgistes européens. Il y a également un point important qui a été fait, qui est le traitement des poussières, puisque ce gros réacteur fait effectivement de la poussière. Il y a déjà des poussiéreurs, mais le système de recyclage demande une pureté en poussière bien supérieure. Également beaucoup de travaux sur les lances à oxygène, qui ont des températures très élevées, les vannes, les pompes, enfin, etc. Un certain nombre d'organes qui sont nécessaires pour ce système. Pour donner un exemple ici, il y a en particulier une opération dans laquelle nous sommes obligés de... Enfin, nous réchauffons le gaz essentiellement monoxyde de carbone, CO, avec un peu d'hydrogène, avant de le réinjecter dans le réacteur. Les réfractaires, puisque tout se passe à température assez élevée, vers 900 000 degrés, les réfractaires qui sont dans cette tuyauterie ont quelques difficultés à soutenir l'atmosphère. Vous voyez un exemple. En haut, c'est avant et ensuite, c'est après. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quel réfractaire. Il faut réfléchir un petit peu avant de travailler là. En ce qui concerne la partie stockage, donc, beaucoup de travaux ont été faits par le BRGM et par GeoGreen, d'ailleurs, qui est notre partenaire également, de retraitement des données existantes. Donc un modèle géologique de toute la région a été fait. Ce modèle géologique est utilisé pour faire des simulations d'injection et pour voir l'hydrogéologie locale. Une demande de permis d'exploration a été faite en avril 2010. Vous avez sur la figure la forme du permis qui a été demandé. Nous suivons les mêmes règles qu'un permis, par exemple, pour aller chercher du pétrole. Pour l'instant, ce permis n'a pas encore été accordé. Donc, quelles sont les compétences développées jusqu'à présent? Donc, il est clair qu'une grosse partie a été faite et vraiment dans le domaine même de la sidérurgie, c'est-à-dire le comportement du haut fourneau avec cette boucle de recyclage. Il y a un certain nombre de choses ont été relativement bien comprises, d'autres méritent de faire des essais à échelle plus grande. Des compréhensions aussi de la balance énergétique et CO2 globale d'une usine sidérurgique avec cette technologie. Ça change beaucoup de choses à beaucoup d'endroits, y compris dans l'aval du procédé. Beaucoup de compréhension également de la résistance des céramiques et des réfractaires en environnement monoxyde de carbone et hydrogène à température élevée, et pas mal de développement technologique des lances, des vannes et des poussiéreurs, etc., en présence de cette atmosphère. En ce qui concerne la partie stockage, je pense qu'il y a une conception des scénarios d'injection sur les cas concrets de l'est du bassin parisien, des études de sensibilité avec le compromis extension de la bulle de CO2 et pression de cette bulle. Et je dois bien dire aussi beaucoup de découvertes des aspects réglementaires qui sont en cours de mise en place, donc en ce qui concerne le stockage de CO2.
et un début de communication autour du projet, essentiellement en région Lorraine. Les perspectives, donc l'étude d'ingénierie du Haut-Fourneau de Florange seront terminées vers la fin 2012. La campagne de sismique 2D pour préciser la géologie locale, puisqu'il ne suffit pas de récupérer simplement les données existantes. Il y a une grosse partie qui n'est pas suffisamment connue, donc qui sera faite vers mi-2012. Une instruction par la communauté européenne du dossier déposé dans le cadre de NER 300 et dont la réponse est attendue pour fin 2012. Et si il y a un accord de la communauté européenne, mise en place de la capture, du transport et du stockage pour fin 2016. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc nous allons passer à la session B, donc sur le captage du CO2, l'option technologique du captage en post-combustion, avec une première présentation du projet C2A2 par Valixop, démonstrateur de recherche pour le captage de CO2 en post-combustion par Amine Avancé. Merci. Donc je vais commencer par des remerciements. Donc je remercie tous ceux qui ont bravé les grèves pour venir ici. Je remercie les organisateurs de nous permettre de pouvoir présenter ce projet. Après les remerciements, je passe aux excuses. Je prie de bien vouloir m'excuser toutes les personnes de la région PACA de ne pas avoir utilisé les magnifiques vues du port du Havre. Et je demande leur indulgence et d'accepter, de ne pas avoir accepté les vues du port de Marseille. Et on ferme un peu les yeux, et c'est le port du Havre, et imaginez un peu que c'est celui de Marseille. Donc, ceci étant dit, je vais commencer par des questions que vous allez me poser. Donc, la première question, alors je réponds tout de suite, ça permet de gagner du temps. Que veut dire C2A2? Donc voilà, ça veut dire captage de CO2 par des amines avancées. Donc ça, c'est la première question, on en a fini. Deuxième question, pourquoi EDF s'intéresse-t-il au captage de CO2? Effectivement, champion de l'hydraulique et du nucléaire, 95% de l'énergie produite en France sans CO2, même 97%. On se demande pourquoi EDF s'intéresse à ça. Bon, alors il se trouve que, certains d'entre vous le savent peut-être, on a quand même plus de 10% de notre parc puissance installée qui est fossile, donc avec des centrales au fioul, des centrales à charbon. Ça, c'est pour la France. Mais si sur la France, on émet une électricité à 35 grammes le kilowattheure, pour ce qui est du reste du monde, on a quand même des centrales en Pologne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Chine. On monte tout de suite à 108 grammes. Donc, ce qui justifie un petit peu pour EDF une stratégie sur le CSC. Donc ça ne vous a pas échappé, vous verrez le logo EDF, vous l'avez vu dans le projet Vasco, et vous le verrez dans d'autres projets qui vont vous être présentés, notamment par mon collègue de Total. Bon, maintenant on peut passer à mes photos de vacances. Alors, l'objectif du projet, c'est de tester un procédé de captage en post-combustion. Alors, pourquoi la poste? Parce qu'aujourd'hui, on réfléchit aux moyens de pouvoir capter le CO2 sur des centrales construites ou qu'on est en train de construire sans pour autant modifier complètement le design de la centrale. Alors, on va le tester dans des conditions industrielles, sur une vraie centrale, avec des vraies fumées et avec un vrai charbon. Alors, pourquoi nous, on le fait à EDF? Donc, on le fait aussi parce que si c'est fait chez nous, ça nous permettra de toucher la chose et de pouvoir l'intégrer à la fois dans notre réflexion sur l'intégration d'un tel procédé dans notre processus, mais également dans l'ingénierie, de pouvoir designer un peu et rédiger des cahiers des charges. Et le point clé de ce projet, objectif qu'on partage avec notre partenaire, c'est améliorer les performances énergétiques. Alors, sans doute beaucoup d'entre vous le savent, aujourd'hui, nos vieilles centrales ont des rendements de 37%. Les centrales qu'on est capable de construire aujourd'hui dans le monde sont plutôt à des rendements de 45%.
Et s'il fallait qu'on construise un captage en post-combustion sur une centrale, on perdrait peu ou prou 12 points de rendement. Ce qui fait qu'on a bien travaillé pour avoir des centrales à 45 points. Et si on met du captage de CO2, on redescend aux générations anciennes. Alors, qui dit pénalité sur le rendement énergétique, dit bien évidemment coût après d'électricité. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, le projet, donc, je vous l'ai dit, c'est du captage aux amines. Il est installé sur notre tranche 4 de la centrale du Havre. C'est une 600 MW électrique. Et sa capacité, c'est de capter 1 tonne de CO2 par heure, sachant que sur un 600 MW, on en émet à peu près 500 tonnes à l'heure. Le coût du projet, 21 millions, est financé donc par l'ADEME dans le cadre de l'AMI. Alors, pourquoi ce procédé? Des procédés aux amines, il en existe un certain nombre sur la planète. Donc, c'est une technologie qui est relativement éprouvée, en particulier par nos collègues pétroliers, pour la séparation du CO2 dans l'extraction de gaz naturel. Donc actuellement, notre partenaire Alstom, avec Dow Chemicals, ont mis au point un procédé un petit peu innovant, destiné justement à diminuer la pénalité énergétique de tels procédés. Alors d'une part, procédé aux amines, on a des gros bidons, on lave les fumées avec de l'eau dans laquelle on a dilué cette fameuse amine. Et en gros, on a 2 pistes majeures d'augmentation de l'efficacité. C'est d'une part, ce petit produit chimique, là on essaye de le rendre un peu plus performant. Et d'autre part, on travaille aussi sur le process, la façon dont on fait circuler les fluides, l'eau, si on réchauffe, si on extrait à tel endroit, etc. Donc ça, c'est la particularité et les compétences d'Alstom. Quant à Dow Chemicals, c'est de mettre au point des molécules un peu plus performantes. Alors qu'est-ce qui fait, ça c'est une 3e question que vous allez vous poser, qu'est-ce qui fait que si ça marche bien dans d'autres secteurs, ça ne marche pas bien pour des fumées de charbon? Eh bien, c'est que dans les fumées de charbon, il y a un certain nombre de choses. Il y a de l'oxygène, il y a des NOx, il y a des SOx, etc. Et toutes ces choses-là, les amines, elles n'aiment pas. Alors, moralité, elles se dégradent, ce qui fait que ça fait une consommation très importante d'amines qu'on est obligé de régénérer, etc., ce qui conduit à cette perte d'efficacité. Donc, tout le travail de ce projet consiste justement à voir ce qui fait, comment on peut faire pour diminuer ces pertes. Alors, où on en est? Donc, l'année passée a servi à faire les études, etc. On a fait le trou dans le sol début d'année. Donc, le pilote a été monté dans les usines d'Alstom. Il est arrivé sur le port. Et donc, le montage commence. On va avoir des tests, etc. Et la mise en service est prévue 2012. Alors, je ne sais pas trop si c'est trimestre ou rentrée, parce qu'on va avoir un arrêt de tranche important sur la tranche 4. Et ça vient télescoper le planning de notre arrêt de tranche. Une fois la mise en service effectuée, on a prévu de faire 1 an d'essai sur cette installation, donc avec notre partenaire. Alors, voilà le casting. Donc, bien évidemment, EDF est le porteur du projet et le pilote est installé sur notre site. Alstom, donc j'en ai déjà parlé, qui développe la technologie. Donc, j'ai un collègue dans la salle. Et l'ADEME, partenaire important, puisqu'il coordonne le financement. En marge de ce projet, on a également un partenariat avec nos collègues de Veolia, dont une personne est présente également ici, qui a rejoint le projet après et qui apporte ses compétences en matière de retraitement donc, des effluents d'un tel procédé. Et également en termes, on a parlé largement ce matin de valorisation, en termes d'utilisation et valorisation du CO2 produit. Donc voilà. Alors maintenant, je vous montre les photos de mes vacances dernières sur le site. Donc en haut à gauche, vous avez une vue montage donc avec le parc à fioul derrière. Et le pilote de captage, c'est les espèces de grands bidons là, derrière
les grilles jaunes, donc avec des vues réelles que vous avez à droite et en bas à gauche. Alors tout ça pour vous montrer que c'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est pas, pour l'instant, c'est pas que du papier, c'est aussi de la sueur, pas encore de sang, enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas. Donc voilà, d'autres photos. Et puis ça, c'est les photos qui nous ont été envoyées par nos collègues d'Alstom sur la façon dont l'assemblage a été fait dans leurs usines. Voilà. Donc là, vous avez une vue aérienne du pilote. Et voilà. Ça, c'est la belle photo du port. Bon, alors j'ai été très rapide. Donc si j'ai encore le temps, Sébastien, je peux montrer d'autres photos de vacances que j'avais prévues. Voilà. Donc il y avait l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat. Et maintenant, EDF a l'immense bonheur de vous présenter l'arrivée de C2A2 dans le port du Havre. Voilà. Non, moi, je sais pas, moi je suis quelqu'un de très concret, j'aime bien voir les choses pour de vrai. Donc voilà, alors la petite bébête, elle fait 1 tonne de CO2 par heure, mais quand on regarde, alors ça c'est le bateau qui l'a amené, puis au fond on voit nos belles cheminées. Alors pour l'instant, les éléments sont encore sur le port. Hein. Donc voilà, donc on décharge sur le port. Alors je tiens quand même à vous préciser que vous n'avez pas le droit de répéter que vous avez vu ces photos, car elles m'ont été données en avant-première. Ce sont les photos qui sont utilisées aujourd'hui même pour une exposition photo qui a lieu sur le site dans le cadre de l'ouverture de la Fête de la Science. Alors si vous dites que vous les avez vus avant les VIP qui sont au Havre, moi après je vais avoir des histoires. Voilà. Donc ça, on décharge. Et voilà. Donc la petite bête, elle est quand même assez grosse par rapport aux petits bonhommes qui sont devant. Voilà. Donc ça, c'est les trous qu'on fait. Je montre ces photos parce que c'est pas innocent. Ce matin, ça a été dit, il y avait les pilotes du laboratoire, dans ces petites choses. Entre les deux, il y a les démonstrateurs de recherche. Alors on dit recherche, c'est pas très gros. Et après, on a parlé des projets de démonstration. Là, c'est 1 mégawatt. Imaginez ce que ça peut être quand on parle de 200 ou 600 mégawatts. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Donc nous allons passer à la présentation du projet CICADI par Olivier Laurin. Voilà. Merci, bonjour à tous. Donc je m'appelle Olivier Laurin, je suis responsable R&D de la société Polymem, basée à Toulouse. Je vais vous présenter donc les résultats d'un projet, du projet CICADI, dont l'objectif était de mettre au point une nouvelle technologie, donc un contacteur innovant pour la capture du dioxyde de carbone à base de membrane, fibre creuse. Donc ce projet, il était coordonné par le LRGP de Nancy, avec le nom du coordinateur, M. Roisard. On avait dans ce projet donc, une autre université, le laboratoire de génie chimique de Toulouse. On avait donc des experts polymères qui venaient de Russie, qui n'étaient pas financés par l'ANR, mais qui étaient fortement impliqués, notamment dans la fourniture des polymères. Voilà, on avait Armin également, de Membrane Paris. Et donc à côté de tous ces centres techniques, on avait donc la société Polymem, que je représente. Donc ce projet a été financé par l'ADEME, par l'ANR. Hein. Voilà. Donc si on regarde, en fait, on a donc 4 centres universitaires et une PME. Donc toutes les compétences pour développer ces nouveaux produits étaient réunies. Donc on avait des compétences matériaux, des compétences procédés, des compétences modélisation et des compétences technologiques. Voilà. Donc la problématique de ce projet, c'était donc de réaliser un captage du CO2 en post-combustion. Donc l'objectif est de traiter des fumées principalement très émettrices de CO2, qui sont les centrales thermiques, soit charbon ou gaz.
Donc on se retrouve à avoir du CO2 qui est très dilué dans de l'azote, parce que la plupart donc, de ces centrales sont alimentées par de l'air. Donc on a un CO2 très dilué dans les fumées, entre 4 et 12%, avec une pression de fumée faible et, je dirais, incompressible. Donc les seuls procédés viables économiquement, sont de réaliser en fait un contact entre le gaz, les fumées, et un liquide, donc principalement des amines, pour réaliser en fait le passage de ce CO2 vers ce liquide qu'on appelle solvant. Ensuite, on régénère le solvant et on récupère après un CO2 gazeux, qu'il faudra évidemment transporter et stocker par la suite. Nous, on s'intéresse vraiment à la partie captage dans ce projet CICADI. Donc aujourd'hui, comme le présentait la présentatrice précédente, on réalise la plupart de ces captages sur des colonnes à garnissage. Alors, j'ai mis de très grande taille parce que c'est justement l'intérêt de la nouvelle technologie qu'on va présenter, c'est qu'on va présenter donc des colonnes de beaucoup plus petite taille grâce à une intensification du procédé. Donc, les colonnes à garnissage aujourd'hui, on leur trouve plusieurs inconvénients. On a, comme on fait passer donc le gaz et le liquide dans la même chambre, on a des problèmes d'engorgement, on a des problèmes de moussage, on a des problèmes de corrosion aussi du garnissage, et également des pertes de solvants qui peuvent être limitées par des systèmes de récupération, mais en tout cas, elles existent. Voilà, donc c'est un peu les talons d'Achille de ces colonnes à garnissage. Donc il y a une nécessité de passer sur des procédés nouveaux, plus intensifs, et donc c'est l'objet de CICADI. Donc la nouvelle technologie, c'est un contacteur membranaire. Donc CICADI sera plus qu'un contacteur membranaire, je vous le montrerai, mais c'est important quand même de passer d'abord à qu'est-ce qu'un contacteur membranaire. Donc un contacteur membranaire, donc plutôt que de faire comme on le voyait tout à l'heure, un échange dans des colonnes à garnissage, on va le faire en séparant la phase gaz et la phase liquide par une membrane. Voilà, une membrane microporeuse qui va nous permettre en fait de gérer parfaitement les débits de gaz et les débits de liquide, de solvant. Donc on va pouvoir les gérer de façon indépendante parce qu'ils sont vraiment séparés par un milieu, par une interface où on va régler le transport. Donc cette membrane, l'intérêt par rapport au garnissage classique, c'est qu'elle développe une interface d'échange qui est presque 10 fois supérieure à ce qu'on trouve aujourd'hui dans des garnissages classiques. Donc on est de l'ordre de 2000 m² de surface d'échange par mètre cube. Donc on peut imaginer et rêver à une intensification du procédé d'une taille au moins de 10. Alors je rebondis sur la présentation que vous avez fait juste avant, c'était pas évidemment prévu, mais donc les tailles que vous avez montrées pourraient être envisagées par une réduction d'un facteur 10 si on mettait des contacteurs membranaires. En enlevant en plus les problèmes moussage, perte de solvant et autres corrosions. Par contre, évidemment, il y a aussi des désavantages qui sont aujourd'hui à résoudre sur ces contacteurs membranaires, et notamment le principal, c'est en fait une dégradation de ce séparateur entre les deux phases de cette membrane, et principalement le perçage, c'est-à-dire que le matériau membranaire, qui est un matériau organique, finit par vieillir et par percer, et donc on a en fait un passage du solvant dans la fumée, et donc une perte de solvant dans la fumée, et c'est souvent un procédé non réversible, donc on se retrouve à baisser très très rapidement les performances du procédé. Voilà, et donc le perçage, on l'a avec le temps par vieillissement, mais on l'a également lorsqu'on a des à-coups de pression entre les deux phases, et donc on a des pertes et des pertes de solvant. Voilà. Et donc ça arrive souvent au démarrage des installations. Quelques photos pour illustrer ce que sont des fibres creuses. Donc c'est des petits tubes qui font à peu près 1 mm de diamètre. Donc vous avez donc c'est des tubes creux, des fibres creuses. Donc voilà, et après donc on les met en faisceau. On a plusieurs milliers de fibres par faisceau. Donc on va en fait mettre une phase à l'intérieur et une autre phase à l'extérieur. Voilà, donc ici si on regarde ce qui se passe à la paroi de la membrane, vous allez avoir donc le gaz qui va circuler
le gaz, la fumée qui contient le CO2. Vous allez avoir le solvant ici, et donc on va avoir un échange contrôlé du CO2 qui va venir se dissoudre dans ce solvant chimique. Voilà. Et donc on peut faire circuler à plus ou moins grande vitesse les phases gaz et les phases liquides pour arriver à intensifier les régénérations. On peut travailler à contre-courant, comme c'est marqué sur ce schéma-là. On peut travailler aussi à co-courant. Voilà, donc là, le transport de CO2 se fait à l'interface, c'est pour ça qu'on appelle ça des membranes, des membranes interfaciales, voilà, des contacteurs même membranaires. Donc la membrane, elle sert juste de contact, mais contrôlé entre les deux phases. Voilà, et l'échange se fait au travers de la porosité de la membrane. Donc l'intensification, elle peut être schématisée par des diagrammes comme celui-là. Donc là, c'est les procédés conventionnels, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et en réduisant d'un facteur 5 à 10, on atteint des volumes de ce type-là, avec l'avantage aussi des membranes qu'elles peuvent être mises à l'horizontale. On n'est pas obligé d'avoir des colonnes, qui ont une hauteur importante. Donc ça peut être un avantage aussi pour l'implantation. Et donc là, j'ai mis ce qu'on trouve en garnissage classique aujourd'hui, qui permet donc d'avoir dans les colonnes à garnissage classique de l'interface, enfin de l'échange entre les deux phases liquide et gaz. Et donc ça, ce serait remplacé par des faisceaux de fibres creuses dans lesquels on mettrait donc à l'extérieur, par exemple, le gaz, à l'intérieur le liquide, où on peut aussi imaginer faire l'inverse. Pardon. Donc, un contacteur membranaire classique aujourd'hui, il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a une membrane qui est une membrane, alors comme le solvant, on le disait tout à l'heure, c'est un mélange de l'eau plus du solvant. Donc en fait, il faut que cette membrane elle soit à tendance hydrophobe. Voilà, donc si on regarde un peu la membrane, là on voit la paroi, et là ici on voit la porosité. Donc il faut que cette membrane, elle réalise la séparation entre la phase liquide et la phase gaz sans passage de liquide dans la phase fumée. Donc il faut une membrane hydrophobe qui n'aime pas ce liquide. Voilà. Et donc on a ce schéma, quand ça fonctionne bien, c'est celui-là, où on a en fait donc le liquide qui forme des ménisques, parce qu'on le met légèrement sous pression, mais pas trop. Donc le liquide, il forme ce ménisque-là. Et l'échange en fait CO2 se fait à cette interface. Donc avec des constantes de transport plus ou moins fortes en fonction de ce qu'on a pu régler comme paramètre du process, et également en fonction de la qualité de ce support membranaire. Voilà. Donc aujourd'hui, les contacteurs membranaires, ils sont réalisés comme ça. Et donc je vais vous montrer ce qu'est l'innovation CICADI. Un des avantages de ce système, c'est le coût des membranes. Aujourd'hui, ces membranes hydrophobes qui sont principalement à base de téflon, de matériaux très hydrophobes, sont extrêmement chers. Donc on se retrouve avec des coûts de contacteurs installés exorbitants. Donc ça, c'est un premier désavantage. Plus l'autre désavantage, c'est que lors des démarrages, on peut avoir des à-coups de pression, donc on a un perçage du liquide. Voilà. Et après, c'est des membranes qui peuvent aussi vieillir, et à terme, on se retrouve avec un liquide qui traverse le gaz, qui traverse vers le gaz. Donc le projet CICADI, donc son innovation, c'est d'utiliser donc un support microporeux qui n'a pas forcément besoin d'être hydrophobe, on le verra, et de rajouter dessus en fait une très fine couche, une extrêmement fine, de matériaux hydrophobes, mais très perméables au CO2. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'en fait on maintient le liquide d'un côté. Comme la couche est dense, il n'y aura jamais de perçage. Mais évidemment, il faut qu'elle soit extrêmement dense, parce que sinon, en fait, comme les coefficients de transfert ne sont pas très bons dans cette couche, on va avoir une capacité de transport mauvais par rapport à ce système-là, où là, c'est juste l'interface qui est limitante. Donc l'avantage de ce projet, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut utiliser une membrane qui n'est pas forcément une membrane très chère et très hydrophobe. On peut utiliser des supports qu'on utilise, nous, par ailleurs, dans le traitement des eaux. Donc, c'est déjà des technologies très matures et donc peu chères. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir donc un matériau support peu cher,
recouvert avec une fine couche de matériaux chers, mais évidemment, comme il y a peu de matériaux, on se retrouve à avoir une membrane composite qui est très bon marché et donc très intéressante dans ces systèmes qui, évidemment, nécessitent des procédés peu coûteux. Voilà. Donc on est sur l'ajout, je le rappelle, d'une couche dense hydrophobe, très perméable au CO2. Donc là, on n'a pas de mouillage, donc pas de perçage de pores, pas de sensibilité aux à-coups de pression et une dégradation moindre du matériau support, parce qu'on n'a pas en fait de mouillage de cette partie support. Donc l'objet Cicadi, ça a été pendant les 3 ans, en fait, 3 ans et demi, hein, on avait une extension, les 3 ans et demi du projet. Donc la première étape, ça a été d'identifier les matériaux qui allaient pouvoir être utilisés pour faire ces membranes innovantes. Donc trouver les meilleurs matériaux pour la couche active, trouver les meilleures membranes qui allaient servir de support. Et également, on ne s'est pas arrêté juste à la partie membrane, on a également travaillé sur les matériaux qui allaient nous servir aux enveloppes autour de ces contacteurs. Voilà, on a fait des essais longue durée pour estimer la stabilité dans le temps de ces nouveaux procédés et on a mesuré les performances par rapport à des membranes des contacteurs classiques. Voilà. Donc les résultats que je vais vous présenter sont les suivants. Il y a deux slides dessus. Donc une photo où on voit la membrane composite qui a été réalisée avec un support qui est un support de membrane qui provient de membranes qu'on trouve dans le traitement d'eau, donc des membranes qui sont déjà des supports, je dirais, matures dans le sens en fait où on arrive à avoir des coûts de production faibles de ces supports. Et on l'a recouvert avec une couche de... Donc aujourd'hui, elle fait au minimum ce qu'on a pu faire, c'est un peu plus de 4 microns. Donc c'est encore trop grand, mais on continue à travailler, évidemment, encore trop épais, pardon, et on travaille encore pour réduire cette couche. Donc cette couche, un matériau spécial, perméable donc au CO2. Donc là, vous avez les membranes qui ont servi à faire les essais. Alors comment on a réalisé ce greffage? On a réalisé ça avec une technologie qu'on possède d'ores et déjà, que nous, fabricants de membranes fibre creuse, on possède déjà. C'est une post-induction de la surface externe des fibres. Alors, vous imaginez, donc, les fibres creuses, elles sont produites en continu. On produit des kilomètres par heure de fibres creuses qu'après on découpe aux longueurs qu'on veut. Mais donc on repart en fait du support bobine, donc voilà, des membranes qui sont donc d'ores et déjà produites. Donc on réalise un post-traitement. Donc on va venir enduire ces fibres creuses avec un polymère, avec le polymère qui sera le support après. Donc on se retrouve en sortie de ce premier bac. Donc en fait on déroule, voilà, et après on rebobine ici. Donc on se retrouve à la sortie de ce premier bac avec une fibre creuse qui est enduite par le polymère liquide. On va venir greffer de manière irréversible ce polymère sur la peau sur la paroi extérieure de notre fibre. Voilà. On réalise ça donc dans une chambre où on peut amener comme source pour créer des liaisons covalentes une source UV. Ça peut être d'autres sources, plasma ou autre, on pourra le voir. Et ensuite, donc, on réalise des post-traitements, principalement des rinçages, où on évacue en fait le solvant, les solvants de polymères là, qui peuvent rester sur la membrane. On peut faire 1, 2, 3 bacs de nettoyage après en fait le traitement, un séchage, et après on rebobine nos membranes et on les réutilise après pour fabriquer des modules qui contiennent des milliers de fibres creuses. Un diagramme qui montre en fait les performances qu'on a obtenues et les performances comparées par rapport à des membranes complètement denses qui ne sont pas terribles parce que évidemment il faut appliquer une pression importante et puis l'épaisseur de la couche dense est tellement grande en fait qu'on n'a pas un bon transport de CO2. Et puis on a comparé donc les membranes du projet avec également des membranes totalement poreuse, donc sans limitation au transport, mais avec un risque de perçage. Donc vous avez ici l'efficacité de capture.
% en fonction de la vitesse du gaz. Bon, on a étudié d'autres paramètres également, mais bon, ce qui est important de regarder, c'est que pour une même vitesse de gaz, on a donc la membrane dense qui donne des performances relativement médiocres pour un seul passage dans le module. Avec les membranes Cicadi composites, donc on obtient des taux supérieurs à 90% de captage. C'est encore moins bien aujourd'hui que les membranes poreuses. Alors pourquoi? C'est principalement parce que l'épaisseur de la peau est encore trop importante. Donc on est à 4,3 microns et il faut qu'on descende encore d'un facteur 5 à 10 si on peut espérer en fait atteindre les performances de 100% qu'on a sur des membranes microporeuses ici. Et bon, d'ores et déjà, on a un produit qui est très intéressant parce qu'on n'a vu aucun risque de perçage, même pendant des à-coups de pression sur ces membranes-là. Mais il reste encore des choses à optimiser. Donc j'en viens aux conclusions. Donc dans ces 3 ans et demi de projet, on a véritablement, donc ça c'est un succès important, hein. On a validé en fait le concept de ces membranes composites dans le captage CO2 post-combustion. On a mis au point une membrane Cicadi qui est une excellente alternative aux contacteurs classiques et a fortiori évidemment aux colonnes à garnissage classiques. Donc le saut technologique par rapport au contacteur est important grâce au perçage et on a réalisé donc sur la base de résultats expérimentaux, hein, c'est pas du calcul, une intensification de procédé facteur 4, hein, on a parlé au départ de 10, là sur les expériences on a un facteur 4 avec une marge de progression qu'on a estimée et qu'on espère dépasser les 5 à 10, ouais, enfin, tendre vers les 10. Ouais. On a fait cela sur un mélange réel de multiconstituants, CO2N2 et solvants chimiques. Par contre, on n'a encore pas testé ça sur des fumées réelles, avec tous les problèmes de vieillissement et d'encrassement de ces matériaux qu'il faudra évidemment aborder. Les perspectives du projet ou d'un autre projet, hein, vu que le projet Cicadi est terminé. Donc, donc une chose importante, ça va être l'optimisation de la couche dense, parce que les performances du procédé sont directement liées à cette épaisseur. Optimisation encore de la fibre creuse support. On a utilisé aujourd'hui une fibre du commerce, mais on peut encore travailler sur une diminution de taille pour augmenter la compacité du projet, la compacité du réseau de fibres. Voilà. Là encore, on a des marges de progression importantes. Et donc ça, évidemment, compacité, directement, ça joue sur le facteur d'intensification, hein, donc pour dépasser les facteurs de 4 qu'on a obtenus. Un point très important, c'est peut-être ça hein, aujourd'hui qu'on cherche, c'est valider sur fumée réelle si les performances très bonnes qu'on a obtenues au niveau des démonstrateurs sur fumée synthétique sont validées. Donc ça nous permettra donc de regarder la stabilité dans le temps de ces produits, d'évaluer donc les performances et les robustesses du process, et puis de faire plus que ce qu'on a déjà fait, même si on l'a déjà fait, c'est d'estimer les coûts véritables d'investissement et d'opération. Voilà. Et là aujourd'hui, donc le projet ANR nous a vraiment permis en fait de mettre au point un produit. On est maintenant à la recherche en fait de nouveaux leviers pour aller vers une industrialisation de la production de ces matériaux pour faire de la démonstration. On n'est plus véritablement sur de la recherche, même s'il reste encore des choses à optimiser. Là, il faut passer, si on veut que ce soit un succès véritable, à une industrialisation du concept. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, nous allons passer à la dernière présentation de la matinée, le projet MECAFI. Sylvain Durecus, de la société Tredi. Bonjour à tous.
Donc Sylvain Durécus, je suis responsable de la recherche du groupe Tredi. J'ai eu la chance de coordonner un projet dans le domaine des membranes céramiques. On a vu sur les exposés précédents qu'on a parlé de procédés à mine. Après avoir parlé par l'orateur précédent des procédés à base de membranes organiques, maintenant on va parler de membranes céramiques pour la capture donc en post-combustion donc du CO2 des fumées d'incinération. Donc le projet a été coordonné donc par la société Tredi, qui était très demandeuse sur ces aspects applicatifs dans le domaine de la captation du CO2. On avait comme partenaire un certain nombre d'industriels, la société Lab, qui est spécialisée donc dans le traitement des gaz de fumée d'incinération, aussi bien dans le domaine du traitement des ordures ménagères que du traitement des déchets industriels. Ensuite, la société PAL qui est très impliquée dans la fourniture donc, de membranes céramiques, essentiellement dans le domaine de l'eau. Donc ça constituait pour elle un saut technologique, à savoir s'intéresser au domaine des gaz. Et ensuite, 2 partenaires académiques, l'IRSE Lyon, pour la partie fabrication de membranes, et pour la partie démonstrateur, donc le CEA, avec le laboratoire spécialisé dans les membranes. Le programme donc, a été financé par l'ANR, un programme qui a démarré en 2007 et qui s'est achevé donc l'an dernier, fin d'année. Alors les objectifs, en fait, on est parti sur des objectifs de matériaux céramiques. Donc en fait, l'objectif initial, c'était effectivement un peu comme le projet précédent, c'était de réaliser un saut technologique pour concevoir donc des nouveaux matériaux, cette fois-ci céramiques, qui présenteraient des propriétés intéressantes en termes de séparation CO2 azote sur des effluents gazeux, comme on l'a rappelé aussi tout à l'heure, dans le domaine du gaz, là, ici dans le domaine de la combustion, donc des déchets, on est aussi sur des concentrations en CO2 très diluées, avec une problématique qui est particulière ici, sachant qu'on a affaire à des concentrations en eau relativement importantes en termes de combustion de déchets. Donc l'objectif, effectivement, c'était de travailler sur des membranes, synthétiser de nouveaux matériaux pour voir si ces matériaux présentaient des propriétés intéressantes en termes de séparation CO2 azote en intégrant la problématique de l'eau. Donc l'objectif, c'est de développer des matériaux méso- et microporeux donc, qui possèdent des propriétés fonctionnalisées intéressantes. Ensuite, la mise en œuvre de ces matériaux dans des géométries particulières à travers l'implication du partenaire PAL. Et puis, l'objectif, on est sur un projet très industriel, l'objectif était de modéliser le procédé membranaire, de regarder quelles étaient son implication à travers une mise à l'échelle et une intégration dans un procédé de valorisation énergétique de traitement des déchets, et de regarder l'impact technico-économique au niveau de la fabrication de ces membranes et de regarder comment ils pouvaient s'intégrer dans un procédé industriel. La durée de ce projet est de 48 mois. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce projet s'est achevé fin de l'an dernier. Le financement, 824 000 € pour un projet qui a été aussi labellisé par le pôle chimie-environnement Accéléra. Alors, les partenaires et leur implication. Voilà, ça c'est le schéma de déroulement des travaux. On est quand même sur des travaux très matériaux avec le partenaire IRSE Lyon qui avait pour mission donc, de synthétiser de nouveaux matériaux. La base de départ a été fournie donc, par la société Lab. Lab a donné le cahier des charges sur la composition donc, des gaz qu'on a l'habitude de retrouver communément aussi bien dans le traitement des déchets ordures ménagères ou déchets non dangereux si vous préférez, et des déchets dangereux. Donc la première étape de Lab a été de fournir le cahier des charges sur la composition de ces gaz au partenaire IRSE Lyon pour définir un cahier des charges qui se rapproche donc des objectifs qu'on a fixés en termes de synthèse de ces matériaux. Le CEA intervenait dans ce projet pour la partie démonstrateur, pour la partie modélisation, mais aussi pour la partie dimensionnement du pilote, en vue de son intégration dans un procédé donc, de valorisation énergétique. Et ensuite, toute la partie pilote devait être installée donc, sur une usine de traitement de déchets située en Rhône-Alpes, avec donc, les 4 partenaires principaux impliqués, Lab, le CEA, PAL, pour la fourniture donc, des carters de support pour les membranes, et Tredi donc pour la partie coordination au niveau de ces essais industriels. La première étape de ce projet a été de construire au niveau du laboratoire un banc test
ce qui était important dans ce projet, c'était de travailler sur des fumées réelles et de retrouver donc les compositions équivalentes à ce qu'on pouvait trouver cette fois-ci en conditions industrielles. Donc on a construit un banc qui était capable de reproduire donc ces fumées industrielles et de regarder quel était l'impact de l'eau sur la stabilité de ces membranes et sur les facteurs de séparation pour aboutir à des concentrations de CO2 qui étaient intéressantes. Donc le partenaire PAL, donc, qui est plutôt, je l'ai déjà dit, impliqué donc, dans la commercialisation de tubes membranaires, enfin de membranes ou de contacteurs membranaires dans le domaine de l'eau, donc avec des procédés classiques. Pour lui, ça constitue un saut technologique et c'était important, PAL, même si ce sont des capitaux américains, une petite PME qui se trouve dans le sud de la France. Et l'intérêt, c'était de développer pour lui un nouveau marché dans le domaine du traitement des gaz. Alors la démarche entreprise est un peu particulière. En fait, on est parti, comme c'est un projet à vocation très industrielle, on est parti sur une étude de faisabilité technico-économique dans un premier temps. À savoir, on voulait déterminer quels étaient les facteurs clés qui intervenaient dans la consommation énergétique sur le procédé, sachant qu'on avait déjà des données importantes sur les travaux, sur les amines, sur les travaux aussi qui concernaient les membranes organiques. Donc on avait déjà des données sur le plan énergétique. Donc l'objectif premier était de dire si on veut être compétitif pour installer un procédé qui s'intégrera dans une unité de valorisation énergétique, quels sont les coûts qu'on doit obtenir pour pouvoir avoir une faisabilité techno-économique intéressante. Donc on est parti sur des données en mégajoules par tonne de CO2 évité. On s'est fixé comme objectif d'atteindre 0,5 mégajoules par tonne de CO2 évité. Et donc ça nous a donné un certain nombre de résultats sur les calculs prévisionnels qui ont été modélisés à la fois par le CEA et par l'AB, sachant que les deux facteurs clés et cibles à intervenir dans le cahier des charges qu'on a fourni à RCE Lyon, à savoir synthétiser des membranes qui permettraient d'obtenir un facteur de sélectivité N2CO2 de 20 et avoir une perméabilité relativement intéressante pour avoir des performances énergétiques et économiques intéressantes. Et dans ce cahier des charges, on a bien entendu intégrer la problématique de l'eau avec la présence d'eau dans les fumées, donc des gaz d'incinération. On n'a pas forcément fixé de critères sur la température. Et donc la concentration des gaz amont qui a été fixée, on avait des teneurs donc classiques qu'on retrouve dans les gaz de combustion, à savoir 10% de CO2, 90% d'azote et un volume d'eau de 2% ramené à une pression de 4 bars. Alors, on a travaillé sur plusieurs types de membranes. Je vais maintenant présenter donc les résultats. En fait, les objectifs qu'on retrouve ici sur les facteurs de perméance 0,5, 1, avec des facteurs de sélectivité qu'on a fixés en termes d'objectifs entre 5 et 20, et ensuite les différentes membranes qui ont donc été synthétisées par le laboratoire RCE Lyon. Et on voit tout de suite qu'en fait, en présence d'eau, la sélectivité va fortement augmenter. On va se rapprocher des objectifs initiaux qui ont été fixés entre 5 et 20. Par contre, on a une forte perte de la perméance en termes de CO2, donc on a une influence qui est relativement importante sur ces membranes hydroformes en termes de sélectivité et en termes de perméance. Donc ça, ce sont les résultats des membranes classiques qu'on appelle MEFI. On a travaillé aussi sur de nouveaux matériaux, les membranes MOF. Alors en fait, pour resituer un peu le contexte, et ça a été présenté par l'orateur précédent, ici vous avez donc une photo d'une membrane. Vous avez le support alumine, donc ça ce sont les membranes qui ont été fournies par PAL. On est dans une démarche tout à fait similaire par rapport aux membranes organiques. On va faire un greffage des différents types de matériaux, donc aussi bien membrane MOF, on va greffer un certain nombre de ligands azotés sur cette couche membranaire. Sur les MEFI, on est dans des démarches similaires. Et là, objectif, effectivement, c'est de faire la séparation gaz-gaz et de regarder quelle est l'influence de la sélectivité et de la perméance. Et on voit que sur ce nouveau matériau, qui a été dans un premier temps testé sous forme de poudre, ensuite pour une première, parce que ce matériau a été ensuite déposé et a fait l'objet d'un dépôt de brevet sous forme de membrane. Donc ce sont les photos que je vous présente ici. Ce matériau, après transformé sous forme de membrane, a été testé dans les mêmes conditions sur le banc test, avec des facteurs de perméance, de sélectivité, qui sont proches
des objectifs qu'on avait fixés. Malheureusement, en termes de résultats, on voit qu'on a un facteur de perméance qui est très très éloigné des objectifs qu'on a pu fixer pour être compétitifs sur le plan énergétique. Alors, à l'issue de ces travaux, on a fait une évaluation technico-économique par rapport donc à un besoin industriel et une intégration dans une unité industrielle. En fait, les meilleurs résultats qu'on ait pu obtenir sur des gaz réels, on avait une sélectivité de 3,5 et une perméance qui était quand même relativement éloignée donc, des objectifs initiaux. Alors pour avoir, je dirais, une performance relativement intéressante sur ce procédé, la conclusion de cette étude de prédimensionnement était de dire qu'on avait besoin de 2 étages de membrane, avec un premier étage avec une sélectivité de 5 sur le premier et 15 sur le second. Ces performances, malheureusement, n'ont pas été obtenues dans les conditions du test laboratoire. Et ensuite, on a calculé, en termes de coût, quel serait, pour une usine d'une capacité, d'un débit de 100 000 m3/h, quel serait le coût d'une installation de ce type sur membrane céramique intégrée dans ce type de procédé. On voit tout de suite qu'on a un coût de membrane qui est relativement élevé, de l'ordre de 1 000 € mètre carré. Compte tenu des performances sur la sélectivité, sur la perméance, on part sur des quantités de membrane, enfin c'est de la surface membranaire relativement importante. Donc on arrive à un coût qui est effectivement prohibitif par rapport à une utilisation au stade industriel, sachant qu'on avait estimé par l'intermédiaire de notre partenaire Lab qu'une installation de ce type pouvait être économiquement acceptable de l'ordre de 10 millions. Donc là, hors engineering, on arrive à des coûts de 75 millions. Et si la technologie de fabrication de membranes, donc de greffage des matériaux sur les supports alumine peut être modifiée, on pourrait atteindre des coûts de l'ordre de 25 millions. Donc en fait, à l'issue de ces résultats, malgré les résultats qu'on a pu obtenir au stade laboratoire, on a décidé de ne pas passer par la phase de prédémonstration au stade industriel, pour une raison donc, que je viens d'évoquer, l'aspect technico-économique, mais aussi un point qui est relativement important, ça a été évoqué tout à l'heure. En fait, on travaille sur des fumées industrielles qui contiennent aussi des matières, des particules, donc des poussières. Et donc les résultats n'ont pas été présentés ici, mais on a, incubé des membranes dans des cheminées donc de traitement de fumée de gaz d'incinération. Et on s'est aperçu en fait qu'on avait un encrassement de ces membranes en fonction de la durée d'incubation en conditions réelles, ce qui veut dire que dans un procédé de traitement des gaz par ce type de membrane, on sera obligé d'avoir une qualité de gaz relativement, je dirais, importante, surtout en termes de poussière, pour éviter d'avoir une obstruction donc, de ces membranes. Donc on a réussi, après avoir incubé ces membranes en conditions réelles, à retrouver les performances de sélectivité uniquement après calcination de ces membranes. Donc ça veut dire que dans un procédé, il faudra prévoir une régénération de ces membranes si on veut travailler sur ce type de matériaux. Alors les conclusions, on voit qu'en fait la présence d'eau est un facteur limitant par rapport à la faisabilité technico-économique du projet, que malgré ça, on a obtenu donc des données intéressantes sur des membranes MFI. Peu de données avaient été publiées jusqu'alors sur l'influence de l'humidité, sur la stabilité de ces membranes et sur la sélectivité de ces membranes par rapport à ce type d'approche. Pour la première fois, un matériau de type MOF a été synthétisé sous forme de membrane, donc qui a fait l'objet de publications et de dépôts de brevets. Et donc ce sont de nouvelles compétences donc, qui ont été développées par le partenaire Irselion dans ce domaine. Alors les verrous technologiques qui restent à lever, alors effectivement on n'a pas obtenu les performances attendues en termes de sélectivité, ça veut dire qu'il faut qu'on recherche donc concevoir de nouveaux matériaux sélectifs et hydrophobes pour s'affranchir de la présence d'eau de ces fumées, qui est un élément clé, je le rappelle, sur le plan énergétique. Il faudra aussi regarder, je l'ai rappelé tout à l'heure, quelle est la résistance chimique et thermique donc, de ces matériaux exposés à des conditions relativement drastiques sur des fumées qui présentent donc des teneurs en eau relativement importantes.
et également dans les verrous, et la société PAL est en train d'y travailler, et ça pourra constituer un saut technologique pour sa fabrication de membranes, c'est de regarder comment on peut synthétiser de nouveaux matériaux à moindre coût, et la réflexion est en cours au sein de PAL, aussi bien dans le domaine des gaz que dans le domaine donc du traitement d'eau. Alors, les retombées ne sont pas forcément celles attendues par rapport au captage du CO2. Simplement, 3 brevets ont été déposés avec des domaines d'application qui s'éloignent un peu du captage du CO2, mais qui restent quand même relativement intéressantes dans ce domaine-là. Il faut savoir que la mise sous forme de MOF, sous forme membrane, va ouvrir des perspectives d'application dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'environnement avec le traitement d'eau. Donc des essais sont en cours sur cette application-là. Le brevet matériaux sur cette application présente aussi un intérêt certain dans le domaine de la chimie. Une licence est en cours de cession à un partenaire autre que celui du consortium. Et la société Lable a pu concevoir donc un nouveau procédé de traitement de fumée intégrant une réflexion particulière sur le captage de CO2 dans le cadre de l'application des résultats qui ont été obtenus au travers de ce programme. Bon, un certain nombre de publications qui ont été faites par nos partenaires, par nos partenaires et nous-mêmes dans ce domaine-là. Et David Farhussein, qui était aussi le coordinateur côté académique, et sera l'éditeur prochainement d'un livre sur les MOF, et seront retranscrits à travers la publication de cet ouvrage, les travaux qui ont été obtenus au travers de ce programme. Voilà, je vous remercie de votre attention.